Il vaudra peut-être un jour plus de 1000 milliards de dollars, le premier trillionnaire de l'histoire. Dans cette vidéo, un petit peu spéciale par rapport à ce que je fais d'habitude, je voulais te parler d'Elon Musk et de son parcours, des traits dont tu peux t'inspirer dans ta propre vie pour toi aussi atteindre un niveau supérieur. Elon Musk est particulier à plusieurs égards. Le premier étant effectivement sa fortune. Mais au-delà de ça, parce que du simple fait de sa fortune, il y a beaucoup de personnes qui ont une fortune importante, mais lui se distingue de par sa liberté, sa liberté de ton notamment, quelque chose qu'on ne retrouve pas chez la plupart des personnes riches, où souvent la liberté de ton est assimilée à de l'arrogance et n'est pas employée à des fins très utiles. Là, lui, il semble animé par autre chose et au-delà du côté divertissant de la plupart de ses interventions, il y a aussi un message intéressant derrière puisque le maître mot et ce qui nous intéresse et la raison pour laquelle on est là, c'est la liberté. Alors dans cette vidéo, tu vas trouver 4 particularités qui, je pense, sont utiles quand on veut investir, quand on veut entreprendre et qu'on veut être libre. J'ai tiré la plupart de ces informations de la biographie qui a été faite par Ashley Vance sur Elon Musk. Alors la première particularité d'Elon Musk, c'est qu'il travaille énormément. C'est un acharné du travail. À une époque, il déclarait travailler entre 100 et 120 heures par semaine. Apparemment, il aurait pété un plomb, il serait repassé à un rythme tenable de 80 heures par semaine. Ce rythme-là qui est d'ailleurs supérieur aux 62,5 heures constatées en moyenne pour les PDG. Et évidemment, dans les déclarations qui ont marqué, il a déjà déclaré que, évidemment, on ne va pas changer le monde en travaillant 40 heures par semaine, ce qui paraît être une évidence. Il faut aussi comprendre qu'il s'inscrit évidemment dans la culture américaine. Et dans cette culture, il y a déjà la question de la compétition qui est omniprésente, beaucoup plus qu'en Europe la plupart du temps. Et que, évidemment, cette compétition fait que si vous travaillez 40 heures par semaine, il va forcément y avoir quelqu'un qui travaille 50 ou 60 heures. Et donc, vous allez perdre face à la compétition. Donc, à un moment donné, il faut mettre les heures, faire le travail pour pouvoir espérer gagner, vous en sortir, vous maintenir, vous développer. Donc, ça fait partie des critères, mais lui, évidemment, ne se situe pas dans ces considérations-là. Lui est vraiment sur la vision qu'il veut créer dans le monde et le fait de travailler beaucoup, c'est un élément nécessaire pour accomplir, réaliser la vision qu'il a en tête. Bien entendu, cette approche-là se retrouve chez les salariés, mais les personnes avec lesquelles il collabore. On l'a vu récemment dire quelque chose d'assez polémique, vous savez, avec ce qui s'est passé avec la mise en place du télétravail qui a été un petit peu généralisé, voire forcé. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent continuer ou qui continuent à être en télétravail. Eh bien, lui a passé le message contraire en disant que non, le télétravail n'était plus une option notamment chez Tesla et que donc les personnes qui souhaitaient rester en télétravail feraient mieux de démissionner. Alors évidemment, il ne faut pas s'arrêter à cette déclaration tonitruante. Derrière, pourquoi il dit ça? Il dit ça parce qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a un côté simplement d'équité par rapport aux personnes qui travaillent dans les usines, qui elles ont obligatoirement besoin d'être présentes. Donc je pense qu'il essaie de maintenir une unité par rapport à cela. C'est pas la même chose si la société c'est une société de service et que les personnes sont réparties par tout le monde parce que tout le monde fait du service. Là, il peut y avoir une disparité entre les personnes qui travaillent dans l'usine et les cadres qui seraient eux libres de voyager et de travailler depuis les tropiques. Donc ça, je pense que c'est une question importante pour lui. Il y a aussi une question derrière encore plus importante, c'est la situation économique globale dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes. Et le message qu'il veut faire passer, c'est que si vous pensez que c'est facile d'être en télétravail et que c'est comme ça que la société, on va la développer dans la période de récession que nous allons traverser, vous vous trompez, le réveil va être brutal, donc revenez au bureau et agissons ensemble. Voilà aussi l'autre message derrière son tweet. Si vous lisez les commentaires d'anciens employés aussi, on peut voir quelqu'un qui dit par exemple « Les gens réussissent ici, ont une véritable passion inébranlable pour ce qu'ils font et ont généralement accepté qu'il n'y a pas de démarcation entre vie personnelle et vie professionnelle. Vous êtes constamment mis au défi de respecter des délais apparemment impossibles, mais avec les succès récents, le moral est plutôt bon. Les journées de 10 heures sont légères, 10, 12, 16 heures est plus typique. » Alors cette question du nombre d'heures et du travail acharné, moi ça vient me chercher sur 2 registres. Le premier registre, c'est que évidemment, surtout au début, quand on veut s'en sortir, quand on a beaucoup de choses à apprendre, quand on a beaucoup de choses à créer,
c'est indispensable de travailler énormément, de travailler évidemment plus que ce que les gens considèrent comme normal, c'est-à-dire environ 8 heures par jour. Ça, c'est inévitable. Donc ça, c'est un message important avec lequel je suis d'accord. Après, il y a un deuxième aspect où là, je suis un peu moins à l'aise avec ce qu'il raconte, évidemment parce que je ne suis pas avec la vision de changer le monde au point où lui l'a et ce qu'il essaie de mettre en œuvre, mais aussi parce que tout simplement dans mon approche, j'ai plutôt une approche qui s'apparente plus à du lifestyle, à ce qu'on appelle du 80-20, c'est-à-dire l'approche de Pareto qui consiste à dire faisons 20% du travail qui va apporter 80% des résultats. Donc je ne suis pas dans une approche de maximaliste, lui il est obligé de l'être. Quand on veut créer Tesla, quand on veut créer SpaceX, quand on veut aller sur Mars, on ne peut pas faire ça avec une approche de Pareto. On est obligé de faire ça à 100%. Donc, évidemment, c'est pas quelque chose que je ferai aujourd'hui pour moi d'agir comme il le fait lui, puisque ça ne correspond pas au style de vie que j'ai envie d'avoir et que moi j'ai accepté, et c'est tout à fait ok pour moi, que je ne créerai jamais rien qui permettra d'aller sur Mars ou que je ne serai jamais trillionnaire ou même billionnaire. C'est pas mon objectif. Mais il faut bien avoir conscience que c'est pas parce que je dis ça qu'il ne faut pas faire le travail, surtout au début. Ça, c'est très important de l'avoir en tête. Et puis plus globalement, si vous n'avez pas la vie, la situation que vous avez envie d'avoir aujourd'hui, il est nécessaire de mettre les 10-12 heures dès maintenant par jour pour arriver à créer cette vie, parce qu'il y a cette inertie qui est incroyable quand on part de zéro ou quand on est dans une situation qui ne nous convient pas. Il faut s'extraire de sa condition, de sa mentalité, de ses croyances, de tout ce qui fait qu'on en est là où on en est aujourd'hui. Si vous en êtes là dans cette situation et que ça ne vous convient pas, c'est forcément qu'il y a des actions que vous ne faites pas, du travail que vous ne faites pas, ou que c'est pas ajusté, ou que c'est pas pertinent. Et donc, à un moment donné, il faut aller au charbon. Et donc, dans ces cas-là, c'est nécessaire aussi. Ça va durer un certain temps, 6 mois, 1 an, 2 ans, mais il faudra faire en tout cas le travail au début. Deuxième particularité d'Elon Musk, il est visionnaire et il est passionné par ce qu'il fait. Alors son côté aventurier vient probablement évidemment de ses origines familiales. On y lit dans un article très intéressant que son grand-père, ses grands-parents d'ailleurs, étaient au Canada, vivaient au Canada. Lui, il était chiropracteur et à un moment donné, il a passé une licence de pilote et apparemment, vers l'âge de 50 ans, ça lui a pris comme un paix au casque et ils sont partis vivre en Afrique du Sud. Apparemment, il avait besoin d'aventure. Et dans les aventures, notamment en Afrique du Sud, ils ont cherché une ville perdue qui s'appelle Kalahari. Ils ont mené une douzaine d'expéditions pour essayer de la retrouver, sans succès malheureusement. Évidemment, on va retrouver cet esprit d'aventure avec SpaceX, qui est la conquête spatiale, et puis avec ce qu'il fait avec Neuralink, qui est finalement la conquête du cerveau humain ou de l'intelligence artificielle. Alors, il faut savoir que vers l'âge de 17 ans, il a souhaité quitter l'Afrique du Sud où il se sentait limité pour retourner vivre dans le Canada, d'où venait sa famille. Apparemment, à cette époque-là, il n'aurait pas reçu le soutien de ses parents, mais il aurait dit « fuck it, j'y vais quand même ». Il a obtenu 2 diplômes, l'un en physique et l'un en économie. Et au moment où il allait rentrer à l'université de Stanford, il a vu l'opportunité d'Internet arriver et c'est là où son côté visionnaire a repris le dessus. Et il s'est dit, plutôt que d'aller faire des études, peut-être que j'ai quelque chose de concret à faire ici. En 1995, du coup, avec son frère, il crée une société qui s'appelle Zip2, qui est une espèce de répertoire d'entreprise qui a été rachetée par Compaq, plus de 300 milliards de dollars 4 ans plus tard. Et il faut savoir que ce moteur de recherche, cet annuaire, a été intégré à un navigateur que les plus anciens connaissent, qui s'appelle Alta Vista, qui n'existe plus du tout maintenant aujourd'hui. On doit aussi à Elon Musk, évidemment, PayPal, que tout le monde connaît, bien qu'il faut savoir qu'à la base, c'est pas lui le fondateur de PayPal. Il y avait déjà une équipe dont Peter Thiel était à l'origine, qui avait fondé PayPal, qui faisait d'ailleurs tout à fait autre chose. Elon Musk avait lui créé ce qui s'appelait X.com, c'était des services de transfert d'argent en ligne, et ils ont fusionné les deux entreprises, et c'est là où PayPal a explosé. PayPal a été racheté en 2002 par eBay pour 1,5 milliard d'euros. Et Elon Musk a reçu 180 millions de dollars, qui était la part qu'il possédait dans la société. Alors ici, je dois faire une pause. Il faut bien comprendre que après avoir revendu son premier site, après avoir revendu ses parts dans PayPal avec 180 millions de dollars, même s'il n'en resterait que la moitié si par exemple il était assez lourdement taxé,
Il faut comprendre avec 100 millions de dollars, la plupart des gens peuvent vivre pendant plusieurs années, voire plusieurs générations, bien entendu. Mais lui, ça n'a jamais été son moteur, l'argent, et donc sa vision a toujours été d'aller plus loin et de pouvoir accomplir des rêves. Et vous comprenez qu'avec son passé et ses études, Elon Musk est quelqu'un d'assez technique, d'assez détaillé. C'est pas le genre d'entrepreneur ou de PDG qui se contente d'avoir une vision, de gérer des meetings, des réunions et puis d'organiser le travail des autres. Lui, il est très terre à terre et il va avoir envie de mettre les mains dans le cambouis. Et cela va lui donner une très grande compréhension de l'aspect opérationnel des choses, mais aussi une très grande liberté quant à ce qu'il est capable d'accomplir, de lancer et de mettre en œuvre. Et comme il sait reconnaître des opportunités, il a vu en 2002 que notamment les budgets de la NASA subissaient des coupes très importantes. Et lui a compris une chose quand il a vu le fonctionnement d'un lancement de satellites notamment, qu'il y a une chose qui devait pouvoir être accomplie, c'était de pouvoir réutiliser les lanceurs. Avant que SpaceX n'existe, il faut bien avoir conscience que les lancements étaient extrêmement coûteux puisque à chaque lancement, le lanceur dans son intégralité était perdu. Donc c'était des dizaines de millions de dollars qui étaient à chaque fois, qui littéralement se désintégraient en fumée. Et évidemment, le Saint Graal est tombé en 2008 quand il a décroché un contrat avec la NASA d'une valeur de 1,5 milliard de dollars. Je ne vais pas parler de Tesla que tout le monde connaît, alors des réussites, des difficultés, des enjeux et des choses aussi qui ne vont pas forcément très bien chez Tesla, mais globalement c'est une belle entreprise et je ne sais pas si Tesla n'était jamais arrivé sur le marché, si simplement avec les constructeurs traditionnels il y aurait eu une si grande concurrence, stimulation et donc mise à disposition d'autant de choix, d'options de véhicules électriques, sans parler de l'aspect écologique ou de l'intérêt écologique de ces véhicules. Il faut simplement avoir conscience que lancer un constructeur automobile, c'est quelque chose d'extrêmement difficile qu'il a réussi à faire. Et pour la petite histoire, lorsqu'il a créé Tesla, il a quand même remis en jeu 100% de sa fortune pour pouvoir lancer l'aventure. Alors il a aussi lancé d'autres projets qui ont moins marché ou qui vivotent. Certains, on ne sait pas trop où ils en sont. On a notamment cette entreprise qui s'appelle The Boring Company. Boring, c'est le jeu de mots parce que ça veut dire aussi creuser des trous, qui est censé creuser des espèces de tunnels sous les villes américaines. Ou le projet Starlink qui lui consiste à fournir de l'internet par satellite, lui continue son développement, ou le projet Neuralink qui lui vise à connecter, à améliorer, on va dire, les fonctions cognitives grâce à un ordinateur, une puce qui serait intégrée ou en tout cas qui serait basée sur le cerveau humain. Donc il y a différents projets dans lesquels il participe, qu'il a initié ou qu'il continue de développer, mais évidemment ces projets-là sont entre guillemets secondaires par rapport à SpaceX et à Tesla aujourd'hui. Alors ce que vous pouvez tirer de ce second point, de sa passion et de sa vision pour votre propre vie, en tout cas moi c'est l'analyse que j'en fais, c'est que il n'est jamais à court d'idées. Il est capable avec son côté entrepreneur et son côté ingénieur de développer une vision de ce qu'il voudrait voir ou ce qu'il manque dans le monde aujourd'hui. Et il est capable d'aller jusqu'à sa mise en œuvre concrète. C'est ça sa grande force, c'est d'aller de la génération d'idées à la mise en œuvre. Généralement, les personnes ou les entrepreneurs sont plutôt bons dans l'un ou dans l'autre, mais rarement dans les deux. Lui, il est capable de faire le lien entre cette vision et la mise en œuvre. Donc c'est pour ça que quand il se dit cette planète est limitée, il nous en faudra une autre, il y a son projet pour aller sur Mars. Quand il se dit tiens, les lanceurs, c'est pas normal qu'on puisse pas les réutiliser, il lance le projet de pouvoir réutiliser les lanceurs par rapport à la conquête spatiale, ou pareil sur le véhicule électrique, ou sur Starlink qui est l'internet par satellite, ou voilà, pour chacun des aspects. Le projet qui est le plus controversé, c'est Neuralink, qui souvent a été interprété comme étant un projet qui consiste à asservir l'être humain par la machine, alors qu'en réalité, dans sa vision telle qu'il explique, en tout cas du moins officiellement, pour lui, ça consiste surtout à mettre l'humain à niveau, parce que le jour où l'intelligence artificielle sera libérée, sera dans la nature et omniprésente, eh bien lui a peur que l'être humain soit tout simplement dépassé
et se fasse justement asservir à ce moment-là par la machine de par nos limitations cognitives et physiques. Et donc pour lui, la solution, c'est justement Neuralink pour améliorer nos capacités et pouvoir faire face, en tout cas d'égal à égal, sur certaines compétences vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Mais en tout cas, son projet ne semble pas opérationnel à ce jour. Mais voilà, derrière, on retrouve en tout cas sa vision et sa passion. Donc, le message qu'on peut tirer ici, l'enseignement qu'on peut en avoir, c'est que même à votre modeste niveau, si vous avez, il faut avoir cette capacité à s'autoriser. Et c'est souvent la première étape, c'est se donner l'autorisation à soi-même parce que personne ne viendra vous la donner. Se donner l'autorisation d'avoir une vision de comment les choses devraient être. Et c'est là où, quand on commence à penser comme ça, on commence à réfléchir comme un entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui veut que les choses se passent d'une manière donnée. Donc ça peut être à simple niveau, si vous faites de l'investissement immobilier, et bien de vous dire, mais moi j'aimerais que, je sais pas moi, un appartement et ça ait tel niveau de confort ou ça ait telle fonctionnalité. Je peux vous donner un exemple qui est un détail. Par exemple, aujourd'hui, il est très très rare de trouver par exemple des prises USB dans un appartement. Eh bien, vous pouvez avoir vous comme vision que quand vous rénovez un appartement, vous mettez directement en place des prises USB à côté des prises électriques à certains endroits. C'est pas grand chose, vous n'allez pas révolutionner le monde au même titre qu'Elon Musk, mais ça peut vous permettre voilà, de réaliser quelque chose que vous avez en tête, et ça c'est toujours un grand élément de satisfaction. Alors je vous ai donné un petit exemple anecdotique, mais quand vous avez une vision, une envie et que vous travaillez pour la réaliser, eh bien c'est une grande source de motivation interne et c'est la source de motivation la plus pure que l'on puisse trouver et la plus satisfaisante. Donc pensez bien à ça, pensez bien lorsque vous avez des intuitions ou des éléments que vous souhaiteriez réaliser, eh bien de vous dire ok, maintenant, comment je vais faire pour que ça ait lieu? Et ça, faut pas l'oublier parce que c'est ce qui va vous permettre d'avancer, de vous différencier et peut-être même d'accomplir de grandes choses. Maintenant, on peut parler de l'intelligence parce qu'il faut quand même en dire en mots parce que beaucoup de personnes se sentent en réalité pas assez intelligentes, se sentent limitées et c'est sûr que ça, là-dessus, on n'est pas tous égaux. Elon Musk, on lui attribue une intelligence qui est quand même supérieure à la moyenne. Alors, même si en réalité, bon, vous savez que la mesure d'intelligence n'est pas très scientifique, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il a un côté geek, voire on lui prête des syndromes qui font que naturellement il a tendance à se replier sur les données, sur les chiffres et sur les livres plutôt qu'à se tourner vers les gens, ce qui est une tendance qu'ont déjà de base beaucoup d'ingénieurs. Il dit que quand il était petit, à une certaine époque, il lisait jusqu'à 2 livres par jour et qu'il trouvait beaucoup plus de bonheur et d'épanouissement dans le fait d'apprendre et de lire des livres que d'aller jouer avec ses copains dehors. Quand il était d'ailleurs enfant, il a lu des livres liés au développement informatique qui étaient notamment réservés à des spécialistes. Et vers l'âge de 12 ans, il a développé son premier jeu vidéo. Donc évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde de faire ça, mais à contrario, on peut aussi dire que si tous les enfants de l'âge de 10 ou 12 ans se mettaient à lire des livres et puis à vouloir faire un jeu vidéo, il est fort à parier qu'évidemment la plupart de ces enfants-là y arriveraient, parce que c'est juste une question de focus. Alors s'il y a une caractéristique qui le distingue particulièrement, c'est que de par son intelligence, on va dire assez vaste, le fait de s'intéresser à plein de sujets différents, en fait, il cumule en lui des formes d'intelligence ou en tout cas des compétences que l'on retrouve rarement chez une seule personne, chez un PDG notamment. Comme je le disais, il est à la fois entrepreneur, il a une connaissance de l'économie et il a son côté ingénieur qui fait que ça lui donne une très grande capacité d'intervention. Donc s'il y a quelque chose que vous pouvez développer, et c'est aussi ce qui peut rendre unique votre profil et votre approche, votre vision du monde, c'est de cumuler dans votre domaine des compétences qui normalement sont réservées à plusieurs personnes. D'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez étendre vos connaissances, je vous mettrai un lien dans la description vers des moyens d'étendre vos connaissances dans l'investissement et dans la liberté financière. En réalité, ce que je sais faire, ça pourra peut-être vous aider. Troisième particularité, il veut avoir un impact sur l'humanité. C'est sa motivation, comme on le voit dans un tweet où il dit voilà, qu'il a annoncé en 2020 qu'il vendait toutes ses possessions physiques et qu'il ne posséderait même plus de maison. Et comme il le dit très simplement, les possessions matérielles le détournent
de sa mission. Pourquoi? Et je vais vous donner un petit peu de contexte pour l'avoir beaucoup écouté, vu en interview. Eh bien, pour moi, tout simplement, ça, c'est la conséquence de la complexité qu'amène la possession de biens matériels. À notre modeste niveau, eh bien, imaginez que vous possédiez non pas une ou deux, mais 10 ou 15 voitures. Imaginez que vous avez 10 voitures dans votre garage. Alors, pour beaucoup de gens, c'est un rêve, mais en réalité, quand vous avez 10 voitures, c'est 10 contrôles techniques, c'est 10 entretiens à faire, c'est 10 tout ce que vous voulez, 10 assurances à payer, 10 assurances à renouveler. Donc, tout ça, évidemment, si vous n'avez pas de but particulier dans la vie et que votre but en tant que tel, c'est d'avoir des voitures, c'est très bien. Mais si, comme lui, vous avez comme vision, comme but d'aller sur Mars, de changer le monde, vous comprenez bien que ces histoires-là, c'est un obstacle sur votre chemin. Donc, c'est dans cet état d'esprit-là qu'il fait les choses. Il n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin de ces possessions-là, puisqu'en fait, il passe tout son temps à travailler et que donc, il n'a ni besoin d'avoir un chez lui dans lequel il va passer ses journées ou ses week-ends, ni besoin d'avoir un garage plein de voitures. Un autre moment qui a été assez marrant aussi avec lui, c'est quand il a proposé de vendre 10% de ses actions chez Tesla, tout simplement parce qu'à un moment donné, il y avait une polémique où les gens les plus riches étaient attaqués parce qu'ils ne payaient pas beaucoup d'impôts ou pas assez d'impôts, selon évidemment la croyance populaire. Et lui a dit, écoutez, moi je vais vendre 10% des actions et je vais être cette année-là le plus gros contributeur américain, alors qu'il n'avait aucune nécessité ni obligation de le faire. Et comme il le précise dans l'un de ses tweets, il ne prend pas de salaire, il n'a pas de bonus, et du coup c'est pour ça qu'il ne paye pas d'impôts personnels, et la seule manière pour qu'il paye les impôts à titre personnel, c'est de vendre des actions. Sinon, en fait, il n'a pas de revenus. Le fait qu'il veuille avoir un impact sur l'humanité l'a amené à remettre tous ses gains dans les projets qui lui tiennent à cœur. On le voit dans cet article de Rolling Stone. Par exemple, la vente de Zip2 a donné lieu à un chèque de 22 millions de dollars à titre personnel. Il a utilisé ça en partie pour démarrer son projet suivant X.com. Et avec la vente de sa part dans PayPal, il a lancé SpaceX avec 100 millions de dollars. Il a investi 70 millions de dollars dans Tesla et 10 millions de dollars dans SolarCity. Il a gardé un tout petit peu d'argent pour lui-même au final dans tout ça. Il a été évidemment au bord de la faillite avec SpaceX et Tesla quand il a signé le contrat avec la NASA, ce qui lui a permis de sauver les deux entreprises. Il a parlé notamment de 2008 comme la pire année de sa vie puisque la fusée SpaceX Falcon 1 avait échoué un peu moins d'une minute après le début de son vol. Tesla faisait une hémorragie financière avec son premier modèle Roadster. Et alors qu'il était au bord de la faillite, que les 180 millions de dollars qu'il avait gagnés en vendant PayPal à eBay étaient partis, eh bien la NASA l'a appelé à ce moment-là pour lui proposer un contrat. Il faut bien comprendre que sans cet appel de la NASA, c'était game over pour lui. Il n'avait plus aucun recours. Le Tesla nécessitait trop de temps pour être développé et il n'avait pas de quoi maintenir à flot ces deux entreprises. Alors son style d'investissement, il va être difficilement reproductible pour nous tous et à notre niveau, puisque c'est pas forcément très recommandé de faire all-in comme ça et de reprendre tout son argent, le mettre sur un projet. Malgré tout, il faut reconnaître que pour lui, ça a payé et que quand vous avez une vision aussi grande que la sienne, que vous voulez avoir un impact aussi grand que le sien, évidemment, vous n'avez d'autre choix que de y aller à fond et de ne retenir aucun des coûts et aucun des investissements que vous faites. Cependant, ce qu'on peut tirer comme enseignement ici, c'est que il a lancé des projets légèrement avant que ce soit la mode, mais il n'était pas non plus 10 ou 15 ans avant. On a vu beaucoup de projets, par exemple, si vous le saviez peut-être pas, mais dans les débuts des années 2000, il existait déjà des projets de smartphones, des projets des startups qui avaient lancé des projets dans ce goût-là qui étaient bien trop en avance et donc elles se sont plantées. De la même manière, s'il avait lancé son véhicule électrique au début des années 2000, ça n'aurait pas marché, c'était trop tôt, il n'aurait pas pu tenir le coup. Là, en lançant autour des années un petit peu avant 2010, il était déjà sur une tendance qui était déjà là. Et je pense que son côté visionnaire, et c'est ça qui peut nous intéresser aussi, nous aussi, c'est que quand vous sentez un marché, quand vous connaissez un secteur, que vous voyez son évolution, il n'est pas nécessaire d'anticiper les 5 prochains coups, mais simplement la prochaine tendance ou le prochain changement et se positionner là-dessus. Alors la quatrième et dernière particularité, c'est vraiment ce qui rend Elon Musk, je pense, unique et ce qui est aussi le plus amusant dans le fait de le suivre et de le lire. C'est tout simplement que c'est un esprit libre
qu'il est même à contre-courant, voire politiquement pas forcément toujours très correct. C'est d'un niveau qui n'est jamais, qui n'existe pas en réalité chez les PDG, qui ont tendance à tenir un langage hyper normé, hyper politiquement correct et très aseptisé, qui d'ailleurs les rend eux-mêmes assez insipides. C'est-à-dire que vous n'allez pas suivre le PDG de telle ou telle grande entreprise. Je vais citer personne pour ne fâcher personne, mais vous allez pas les suivre parce que tout simplement ils ont rien à dire, ils publient rien et à part gérer leur entreprise, ils n'ont pas d'avis sur ce qui se passe dans la société, ils n'interagissent avec personne hormis leur sphère professionnelle. Elon Musk, lui, est un petit peu différent puisque tout est pour lui sur la place publique et qu'il n'hésite pas à prendre position sur des sujets qui sont dans lesquels il va exprimer tout simplement ses croyances et sa vision. On peut citer notamment le fait, son attrait, son admiration pour le Dogecoin. Vous savez, c'est un de ces meme coins qui n'a aucune valeur intrinsèque et qui est juste là parce qu'ils ont mis un petit chien et que ça lui a plu et donc il en parle et ça fait monter la crypto. Et il a évidemment l'air de beaucoup apprécier jouer avec ça. Mais au-delà de ça, il a aussi eu des interactions qui sont vraiment des fois assez marrantes. Où par exemple, dans l'un de ses tweets, il répondait à Bernie Sanders, qui était un candidat malheureux à l'élection présidentielle américaine, où il lui répond « Ah, je ne pensais pas que vous étiez encore en vie ». Donc, ce qui est extrêmement irrévérencieux, et ça, j'avoue que j'aime beaucoup. Ou alors, dans sa petite guéguerre avec Jeff Bezos, qui est un autre milliardaire très très riche, où dans un tweet, il lui donne une médaille d'argent pour lui dire « Tu es à la 10e place, c'est moi le premier ». Plus récemment, un autre twist assez marrant où il se fout carrément de la gueule de Bill Gates parce qu'on voit Bill Gates sur une photo avec un polo bleu et un bon bidou qui dépasse et où il se moque en publiant un emoji avec un homme enceinte à côté de la photo de Bill Gates. Il a aussi eu des échanges assez tendus avec diverses personnes comme Bill Gates, je l'ai cité à d'autres reprises, ou comme des personnes comme Joe Biden qui félicitait Ford et General Motors pour la création d'emplois aux États-Unis, alors qu'en réalité, lui soulignait que c'est Tesla qui emploie et qui investit le plus aux États-Unis et que voilà, c'est un peu malsain de la part de Joe Biden d'ignorer tout simplement Tesla. On l'a aussi vu soutenir le convoi de la liberté au Canada. On l'a aussi vu prendre des positions, qui sont politiques, qui ne sont pas en fait dans son rôle de dirigeant de telle ou telle entreprise, et globalement en faveur de la liberté d'expression. On peut aussi citer évidemment toute la saga autour de Twitter. Donc vous savez que Elon Musk a émis l'intention de racheter Twitter. Alors sa raison derrière, c'est, je pense, essentiellement pour pouvoir libérer Twitter. Il faut savoir que Twitter, ça reste quand même un réseau, comme beaucoup de réseaux sociaux, qui ont plutôt une vision plutôt à gauche des choses et qui ont beaucoup censuré ou fermé de comptes de personnes qu'ils estimaient ne pas avoir droit à la parole sans qu'elles aient, on va dire, eu des propos contraires à la loi. Donc, il y a des comptes qui ont été bannis pour cette raison-là. Elon Musk, à un moment donné, son compte était shadowban, c'est-à-dire que ses publications n'étaient pas diffusées et il l'a exprimé sur le réseau. Et et évidemment, il y a beaucoup d'employés chez Twitter qui n'ont pas hésité à faire savoir qu'ils n'étaient pas d'accord pour que Elon Musk rachète l'entreprise. On a des médias aux États-Unis qui ont pris part contre ce rachat au nom de la liberté d'expression, alors que même Elon Musk veut libérer justement et rendre Twitter plus neutre pour attirer du monde sur Twitter, parce que une de ses conclusions, c'est que Twitter n'est pas au niveau où il devrait être. Twitter a tendance à ne pas se développer comme il devrait se développer, parce que justement les gens se détournent de ce réseau-là, puisqu'ils voient bien que le réseau n'est pas très impartial et que donc au bout d'un moment, les gens vont sur d'autres plateformes ou tout simplement n'utilisent plus Twitter pour ces raisons-là, et que c'est une entrave au développement de la société. Alors que Twitter a le potentiel pour être un véritable lieu d'échange sur Internet. Et donc dans sa communication, on l'a vu prendre et mettre au défi Twitter à différentes reprises, de donner les vrais chiffres, de communiquer notamment par exemple sur le nombre de bots
qu'il y a véritablement sur le réseau. Apparemment, Twitter avait annoncé dans le contrat qu'ils ont proposé à Elon Musk qu'il y avait à peu près 5% de bots. Mais quand il a demandé une communication officielle, les chiffres sont avérés être autour de 25%. Donc vous imaginez s'il y a un quart des utilisateurs de la plateforme qui ne sont pas en fait de vrais utilisateurs. Donc il est dans cette quête de recherche, j'allais dire de liberté et de vérité qui le pousse à prendre des positions publiques, et ça c'est vraiment unique dans son approche. Ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce dernier trait de caractère, de son côté qu'on peut considérer comme irrévérencieux, voire politiquement non correct, mais qui en réalité c'est juste le fait d'avoir une opinion et de l'exprimer et de chercher la vérité, eh bien c'est que si vous êtes capable d'assumer vos opinions, d'avoir une vision et que vous avez le contexte et le pouvoir pour assumer ce que vous allez dire, puisque on a vu aussi des personnes exprimer des points de vue similaires à Elon Musk mais ne pas avoir le pouvoir qu'il a ou la liberté qu'il a, eh bien se faire dégager, se faire tout simplement liquider. Faut savoir que les réseaux sociaux sont très forts pour ça, hein. Si jamais vous avez des propos qui ne sont pas acceptés par les personnes qui gèrent ces réseaux-là, vous pouvez tout simplement vous faire supprimer de la plateforme, hein, des plateformes, comme ils disent en anglais. Donc vous imaginez que vous êtes sur une station spatiale, on ouvre la porte, on vous balance dans l'espace, et puis vous n'existez plus. Et donc ça, évidemment, si vous n'avez pas le poids d'un Elon Musk, ça peut clairement vous créer du tort. Il faut comprendre que lui s'est mis dans une posture où il a les moyens de faire cela. Donc il faut comprendre aussi que à votre propre niveau, si vous avez la capacité d'exprimer vos opinions, d'assumer vos opinions, cela va probablement vous ouvrir des portes. Parce que il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est insipide, quelqu'un dont on ne sait pas ce qu'il pense, ou quelqu'un qui pense en fait comme la plupart des gens, c'est-à-dire ce qu'on appelle concrètement un mouton. Donc si vous avez la capacité à développer vos propres analyses, à les communiquer, eh bien il est fort à parier qu'à partir du moment où cela ne met pas en risque votre sécurité financière, que ça ne dépend pas de vos revenus, parce que Twitter, par exemple, pour lui, s'il n'avait pas de compte Twitter, Tesla continuerait de fonctionner et les autres sociétés continueraient de fonctionner. Lui se permet cela parce que il ne dépend pas tout simplement de Twitter. Donc réfléchissez bien à tout cela. En conclusion, ce que je peux dire sur Elon Musk, c'est que je trouve que c'est à la fois un entrepreneur évidemment exceptionnel, et que évidemment il a un positionnement en tant que personne riche que les autres n'ont pas. Si je devais faire confiance à quelqu'un entre un Jeff Bezos, un Bill Gates ou un Elon Musk, je ferais évidemment 1000 fois plus confiance à Elon Musk que deux autres qui ne respirent pas forcément la sincérité, ou en tout cas dont on ne connaît pas les véritables motivations. Lui est beaucoup plus transparent là-dessus, et évidemment on peut ne pas être d'accord avec le fait d'aller sur Mars ou de créer des voitures électriques à gogo à ces prix-là, mais en tout cas il faut reconnaître que lui il assume ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit, et que ça rend quand même le personnage plutôt inspirant pour ces choses-là. Voilà ce que je vais vous dire. Dites-moi ce que vous pensez d'Elon Musk, de sa vie, de son parcours, de ses prises de position, s'il y a des traits ou des actions qui vous ont inspiré, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!